Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Salut à tous et bienvenue sur Studio Kalita dans l'émission Alia Story. Je suis David Sabay, c'est un plaisir de vous présenter ce numéro d'Alia Story. Alors, vous les connaissez tous, ces hommes en vert qui dans la rue essayent de vous accoster pour vous parler de protection de l'environnement. Avouez que vous avez essayé de les éviter un nombre de fois incalculable. Et bien ici à Studio Kalita, c'est un plaisir, c'est un honneur, c'est une fierté même de recevoir ici Jonathan Eckenbaum qui est le directeur de campagne de l'ONG Greenpeace. On connaît tous cette ONG mondiale et qui agit également en Israël. Bonjour Jonathan. Bonjour. Alors avant de parler plus profondément de ton engagement écologique, protection de l'environnement, on va revenir sur ton parcours. On a envie de te connaître, Jonathan. Ça fait 22 ans que tu es en Israël. Déjà, tu es arrivé à l'âge de 18 ans. Alors déjà, qu'est-ce que tu as fait jusqu'à 18 ans en France? Où est-ce que tu as vécu, grandi? J'ai essayé de grandir. J'ai partagé mon temps. J'ai grandi, mon enfance, je l'ai passé dans le Var, dans la région de Saint-Tropez, donc un endroit qui était très, très beau avec plein de forêts. Wow. Donc j'ai passé quelques bonnes années de ma vie comme ça dans ma tendre jeunesse à arpenter les forêts et à plonger sous la mer. Et puis après, dans l'adolescence, j'étais en région parisienne. Ça change quand même. Ah oui, ça change, c'est un choc. C'est un gros choc. C'est un choc de mentalité et c'est aussi un choc aussi du paysage. Mais enfin bon, on s'y habitue, quoi. Donc tu es un peu nomade, ça veut dire que tu étais à Saint-Tropez, tu passes à Paris et ensuite tu es venu en Israël. Alors juste hors antenne, tu me disais que tu t'étais engagé aussi dans les mouvements de jeunesse, et dans un mouvement de jeunesse, c'est les éclaireurs israéliens de France, les EIF, les EI pour les intimes. N'est-ce pas? Dans quel groupe local, où, pourquoi? Oui, j'étais d'abord à Nice quand j'habitais dans le sud et puis ensuite à Neuilly quand j'habitais en région parisienne. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai gardé je pense que j'ai gardé une empreinte extrêmement profonde des EI. Je pense que j'ai jamais cessé d'être un EI, même si j'ai pas duré éternellement là-bas, puisqu'à 18 ans, je suis venu en Israël. Mais bon, mes 5 enfants connaissent par cœur le chant du soir, qui est un des chants classiques des EI, qui est un chant... On peut le chanter pour mettre l'ambiance à la radio ou pas? Ce soir, moi, je me sens pas... Non, il y a quelque chose d'assez particulier, un peu, je dirais peut-être une forme de sainteté dans ce chant. Solennel, ouais. Et voilà, c'est très solennel. Et marchons sur la trace de nos grands aïeux, dignes fils d'Israël, et faisons de notre mieux. Aimons la loi qui nous guide et disons sans arrêt, éclaireur d'Israël pour le bien toujours prêt. Voilà, ça c'est quelque chose que je pense qu'il ne se passe pas une semaine sans que je me chante ça, ou je pense que je passe pas un moment difficile sans que je rappelle à ma mémoire ces quelques mots qui sont à la fois simples, puissants et qui sont une invitation à toujours se réveiller et à toujours sortir au grand jour comme ça et à la lumière. C'est un peu le leitmotiv de ta vie finalement, puisque tu es une personne assez engagée. Comme on va le voir juste après. Mais du coup, quand on passe de Saint-Tropez à Paris, qu'on est dans une ambiance de mouvement de jeunesse et dans ce type d'engagement, à quel moment on se dit tiens, si à 18 ans je partais en Israël? Ma famille qui est venue de Pologne en France dans les années 1920, 1910, 1900 a été partiellement décimée pendant la Shoah, durant l'occupation en France. Et après la guerre, une partie de la famille, plus essentiellement 2 sœurs de mon grand-père, sont venues en Israël. Une n'était pas une famille religieuse, finalement s'est trouvée dans le Bnei Akiva, et elle est devenue religieuse, et puis elle est venue en Israël, et l'autre s'est trouvée dans la Shomer HaTzaïr, donc elle a pris la voie plutôt gauche socialiste, et donc chacune a été dans un kibbutz. Vraiment. Et depuis, donc voilà, donc ces 2 branches qui ont toujours été en Israël. Donc, de profils complètement différents. De profils complètement différents. Et donc, même petit, depuis l'âge de 3 ans, je suis venu régulièrement en Israël. Mes grands-parents ont eu ici un appartement. Et donc, je me sentais à la maison, quoi. C'était à Tel Aviv plutôt, Ramat Gan, mais je me sentais vraiment ici chez moi. En France, tu as grandi dans des écoles juives, dans une ambiance, on va dire, sioniste ou... Jamais. Non, pas du tout. Pas du tout. Le sionisme, c'était...
D'abord, il y avait cette évidence, le fait que je me sentais ici, chez moi, même petit, même jeune. Ça veut dire que c'était une deuxième maison. Je pense que ça s'est fait de manière très naturelle, le fait de venir en vacances. Alors, forcément, on se sent à l'aise comme ça. Le fait qu'il y ait ici des personnes qui sont importantes pour moi, alors ça, on se sent très à l'aise. Et à l'école, je peux juste vous rapporter comme ça une anecdote. À l'école, vu que je n'étais pas dans des écoles juives, je peux pas vraiment dire que j'ai souffert de l'antisémitisme, mais vous voyez, je me souviens quand j'étais en CM2, donc j'avais 10 ans, le 27 janvier, qui est le jour de la libération d'Auschwitz, la maîtresse s'est adressée à nous tous, aux élèves, et donc, c'était une classe à Grimaud. Donc, j'habitais pas Saint-Tropez, j'habitais Grimaud, qui était proche de Saint-Tropez. J'étais le seul juif de toute l'école. Peut-être même pas de tout Grimaud, puisqu'il y avait au moins mes parents, mais enfin, on va dire, c'était pas légion là-bas. Et j'avais un très bon ami en classe qui était un Allemand. Donc, les parents étaient venus s'installer dans la région. Et c'était le plus petit de la classe, et moi, j'étais parmi les plus grands de la classe. Pourquoi je précise ça ? Parce que la maîtresse a ouvert ce jour en disant, voilà, aujourd'hui, c'est la journée de la libération d'Auschwitz, ou je ne sais plus quoi, la commémoration de l'Holocauste. Et donc, on va en parler, puisqu'on a dans la classe un Allemand et un petit Juif. Un Allemand et un petit Juif. Et quand elle a dit ce mot « petit Juif », mais j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond. Voilà. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, je l'accuse pas vraiment d'être une antisémite, parce qu'elle m'aimait bien, et je pense qu'elle m'aimait même sincèrement. Une remarque un peu douteuse, quand même. Mais oui, alors... Pour cette marque, jusqu'à maintenant... Cette marque, elle m'a clairement fait comprendre qu'il y a... il n'y a pas nécessairement les bons et les méchants, et on ne doit pas forcément accuser les enfants des fautes de leur père. Mais ça m'a permis de prendre acte d'une manière inconsciente, mais assez claire, qu'il y a un certain fossé qui est dû à des parcours, et que bien sûr on peut choisir de combler ce fossé par un effort qui durera sûrement des centaines d'années, d'éducation, de rapprochement. Ou on peut aussi tout simplement prendre acte d'une manière différente, en disant on va rester en bons termes, mais moi finalement je vais aller dans le pays des Juifs. Tu t'es dit que tu ne voulais pas t'épanouir ou créer une famille et transmettre quelque chose dans un endroit, dans un environnement qui te paraissait un peu hostile. Enfin, Vous savez, oui, et c'est difficile à mettre des mots là-dessus. Mais vous savez, des recherches ont montré qu'on a une quantité de neurones phénoménale dans le ventre. On a à peu près 10%, on a comme un petit cerveau dans l'estomac. C'est pour ça qu'on dit en hébreu une trouchat beten. C'est pour ça qu'on mange beaucoup aussi. C'est pour ça qu'on mange beaucoup, et ça m'a pris au ventre. C'est sans doute aussi pour ça que dans le judaïsme, toutes nos cérémonies importantes, que ce soit à Rosh Hashanah avec la pomme qu'on trempe dans le miel, ou que ce soit à la matzah, qui est la matzah de liberté à Pessah, à Pâques, tout tourne autour de la nourriture. Mais enfin, on a ce cerveau dans le ventre. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que quelque part, je ne m'en sentais pas à ma place, sans porter aucun jugement sur qui que ce soit ou sur quoi que ce soit. C'était assez clairement. Je pense qu'il faut donner de la voix à son ventre et à ses sensations profondes pour savoir est-ce qu'on est à notre place fondamentalement ou est-ce qu'on n'est pas à notre place fondamentalement. Ça vient pas de la raison, on va dire, ça vient pas de la tête. Je pense que c'est ce qui est au-delà de la raison. C'est plus profond et plus vrai que la raison, en tout cas. Et bien souvent, alors on argumente quelle est la situation en France, l'antisémitisme, et comment on nous va vivre. Et puis on s'engage dans un dialogue et dans un discours qui est totalement intellectuel, et on oublie la question fondamentale, qui est une question qui concerne l'ensemble de l'être et pas seulement une capacité intellectuelle ou une autre. Et l'ensemble de l'être, on est tous égaux par rapport à ça. N'importe quelle personne, peu importe qu'elle ait fait qu'elle ait fait l'X ou qu'elle n'ait pas eu le bac, chaque personne a en elle cette capacité de savoir si elle est à sa place ou si elle n'est pas à sa place, fondamentalement. Donc moi, j'ai ressenti ça. Bien sûr, par la suite, je pense que ça m'a poussé à beaucoup étudier l'histoire du peuple juif. J'ai trouvé par hasard, quand on était dans une brocante avec mes parents, une petite boîte d'allumettes dans laquelle il y avait des pièces anciennes. Et puis, je me suis pris de passion pour ces pièces anciennes. Et de fil en aiguille, j'en suis venu en Israël à commencer à collectionner des pièces de l'époque du Deuxième Temple, des rois asmonéens, des Hashmonaïm, des pièces de la Grande Révolte contre les Romains. Ça t'a permis d'acheter des biens en Israël ou non, les pièces. Et puis, quelques poteries aussi que j'ai achetées à des archéologues ici. Et ça m'a
ça m'a surtout, d'abord, ça m'a passionné, et puis ça m'a ouvert une porte, ça m'a donné envie de comprendre l'histoire de mon peuple, aussi bien dans l'exil qu'en Israël. Et d'ailleurs, à ce propos, il y a une dizaine d'années, j'avais fait un projet de site internet qui aujourd'hui n'est plus actif, qui s'appelait Histoire des Juifs, où j'avais fait une grande fresque de cette histoire-là, une espèce de... un peu publier un petit peu et partager ses connaissances. Alors justement, tout le cheminement que tu racontes t'a amené en 1995, si je ne me trompe pas, Oui. en Israël. Et déjà, comment tu as vécu ton départ vis-à-vis de ta famille, vis-à-vis de toi-même, et qu'est-ce que tu as fait quand tu as été parachuté ici en Israël? J'ai vécu mon départ de manière assez naturelle. J'étais très attaché à ma famille et à mes amis en France et aux amis d'Ézéi, mais ça devenait impossible. C'est-à-dire, je sentais que ma place était ici. Et donc, même si c'est difficile, je l'ai fait. Je suis venu en février 1995. Encore une fois, après avoir hésité, j'ai finalement décidé, puis je suis venu en quelques semaines. Et j'ai atterri dans un kibbutz, à Sde Eliaou. Je pense qu'il y a beaucoup à côté de Beit-Shean, dans le nord. Oui, alors je pense que les Strasbourgeois ont été parmi les fondateurs de ce kibbutz, ou dans les années 40, ils ont fait partie des premiers groupes qui ont renforcé ce kibbutz, qui est dans le nord, où il fait très chaud. D'ailleurs, celui qui a fondé le minimum commun aux Frédéric Hamel Chameau, des éclaireurs israéliens de France, est enterré à côté de Sde Eliaou. Ah, d'accord, je ne savais pas. À Ein Hanativ peut-être. Ouais, Ein Hanativ. D'accord. Eh ben voilà, tout se boucle. Voilà, donc voilà, j'ai vécu quelques mois formidables. Je ne peux que conseiller, quand on vient en Israël et qu'on va s'intégrer, de tenter comme ça, d'ouvrir une fenêtre où on va vivre quelque chose qui est différent, qui est une fenêtre, qui est une sorte de passage entre le monde d'avant et le monde d'après. C'est-à-dire, bien sûr, à la fin, finalement, j'ai atterri à Tel Aviv et puis à Jérusalem assez rapidement. Et je ne comptais pas m'installer là-bas à Beit-Shean, dans le kibbutz. Mais je pense que ça a été un des choix intelligents de choisir un endroit paumé quelque part, où on va rencontrer des gens différents. Tu t'es immergé tu t'es senti immergé dans un environnement israélien. Oui, voilà. Et puis on travaillait. On va à l'Ulpan un jour sur deux, et puis l'autre jour on travaille. Aussi, on travaille 3 jours par semaine. On est avec des gens du monde entier, mais dans un cadre assez particulier, c'est une espèce de cocon. Et c'est d'abord, on se sent bien. Et c'est important d'aller dans des endroits. Et puis surtout, on n'a pas vraiment de soucis matériels pour ces mois-là. Alors bien sûr, le kibbutz, c'est jusqu'à 35 ans, je crois, 35 ans. Mais pour ceux qui peuvent le faire, pour les jeunes, en tout cas, c'est vraiment conseillé. Du coup, c'est pas surprenant, en fait, que tu atterris dans un kibbutz. Tu as fait les EI, tu as un héritage familial assez important dans tout ce qui concerne l'environnement, la sensibilité à l'écologie. Tu te retrouves dans un kibbutz, tu t'engageras plus tard dans l'ONG Greenpeace. Donc c'est on va dire... Ah oui, tout était logique. D'ailleurs, j'avais choisi Sde Eliaou pour 2 raisons essentielles. La première, c'était que ma tante avait atterri à Sde Eliaou en 1949, quand elle avait fait son alia. Donc pour moi, je voyais cette sorte de continuité, et jusqu'à aujourd'hui, je les considère comme des modèles, comme des exemples, ma tante et mon oncle. Aussi mon autre tante et mon autre oncle, mais de manière différente. Et donc pour moi, c'était marcher dans leurs traces, c'était quelque chose qui n'était pas risqué du tout. Et la deuxième raison, c'est que le kibbutz Sde Eliaou était et jusqu'à aujourd'hui le leader en Israël de ce qu'on appelle Integrated Pest Management, c'est-à-dire et en fait, pour l'expliquer clairement, je ne sais pas trop le dire en français, mais on élevait des insectes qui étaient des insectes prédateurs. Ça veut dire, au lieu de répandre des pesticides, on vient avec une petite boîte et puis on met des coccinelles ou des araignées. On forme les insectes, quoi. Voilà, et on forme les prédateurs des insectes qui nous posent problème, qui posent problème à nos cultures. Voilà, donc, je sais pas, donc finalement, j'ai atterri là-bas, j'ai dit, voilà, c'est là-bas que je veux travailler, parce que je veux aussi un peu me former et contribuer à ça. Et voilà, c'est là-bas que j'ai travaillé pendant 5 mois. Il fait très chaud dans une serre à Sde Eliaou. C'est une des régions les plus chaudes d'Israël de manière générale. Ah oui, on était depuis le réchauffement de la planète fait qu'on se sent un peu plus partout au même niveau, mais c'est pas grave. À Sde Eliaou, en tout cas, il faisait très chaud déjà à l'époque. Jonathan Camon, j'ai une question. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, pour un jeune de 18 ans, le modèle en 2017, le modèle du kibbutz peut encore fonctionner? Le modèle de kibbutz pour l'intégration, oui, je le pense. D'abord, je pense que l'intégration ne se fait pas en une seule étape. C'est pas je vais arriver dans un endroit et je vais être intégré et ensuite ça va être terminé. Ça fait 22 ans que je suis ici et je m'intègre toujours.
Ça n'a pas changé. Mais l'intégration se fait de plus en plus en profondeur. Quand on a vécu, quelque part dans la vie, même si on avait continué de vivre en France, on aurait continué de s'intégrer. On s'intègre dans des cadres nouveaux, on s'intègre dans des milieux différents. Donc l'intégration, c'est finalement, c'est pas un processus traumatique qui concerne seulement ceux qui viennent de quelque part en Israël, que ce soit de France ou d'ailleurs. L'intégration, c'est l'évolution naturelle de tout homme. Tout homme s'intègre. Se désintègre entre guillemets et quitte certains milieux et s'intègre dans d'autres milieux. Une personne qui n'évolue jamais et qui reste toujours dans le même milieu et qui n'évolue pas du tout, c'est une personne moins vivante à mon sens. Donc il y a quelque chose de naturel et dans ce cadre-là, dans cet effort continu pour l'intégration, c'est ça qui nous permet de continuer à monter. Pareil, on ne monte pas. J'ai fait mon alia en 1995, mais je monte tout le temps. Eh bien, pente ascendante à l'infini. Voilà, à l'infini. Et dans cette attitude-là, le kibbutz, oui, je conseille de faire une expérience de kibbutz, 5 mois. Et après, ou 2 mois, si c'est pas possible de faire 5 mois. Et après, de faire autre chose, de goûter à cela, bien sûr, ça, sans aucun problème. Après le kibbutz d'Eliaou, donc tu es resté 1 an au kibbutz d'Eliaou. Ensuite, tu as fait quoi? 5 mois au kibbutz d'Eliaou. J'ai intégré ensuite l'université à Tel Aviv, où j'ai fait une licence de biologie. La première année, bien sûr, le niveau d'hébreu est pas encore tout à fait ça. Et donc, il faut suivre un ulpan tout au long de l'année, 6 heures par semaine en plus de ça. Et une petite anecdote à ce sujet, je suis arrivé, donc premier jour des 2 événements comme ça marquants au début, quand même, c'était fort. J'avais la chance d'avoir... Ma grand-mère était décédée un petit peu avant, mais mon grand-père avait toujours un appartement à Tel Aviv. Donc, je m'étais un peu installé dans son appartement à Tel Aviv, Université de Tel Aviv. À l'époque, je voulais étudier biologie et archéologie, enfin 2 passions que j'avais. Bon, j'avais pas été très bien conseillé. Bon, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Ça arrive encore, ça peut arriver aujourd'hui, mais je pense quand même moins, puisqu'on a Internet, on a beaucoup plus de relais. Et 2 anecdotes à ce sujet-là. La première anecdote, j'arrive premier jour d'école. J'ai oublié mon emploi du temps. Je ne sais pas du tout où je dois aller, à quel cours et tout. Donc je file au secrétariat et je lui dis, avec un accent français qui devait être très lourd, je lui dis où est ma classe? Et elle me dit, toi, t'es première année, tu vas là. Et elle me montre un amphithéâtre. Et je suis allé dans l'amphithéâtre et je savais que je devais être là puisque c'était les premières années, mais je ne savais pas quel cours c'était. C'était de la chimie physique. Et jusqu'à la fin du cours, je n'ai pas compris que j'étais dans un cours de chimie physique. Je ne comprenais rien. Il parlait, papa. Ah, je suis, oh là là, on va désespérer. Heureusement, il y a pas tous les profs sont comme ça. Il y a aussi une partie des profs qui sont eux-mêmes des immigrants. Donc après, je suis tombé sur un Russe qui parlait un hébreu beaucoup plus simple, et puis une Israélienne qui parlait très doucement. Et ça m'a aidé. Et une semaine après, c'était l'assassinat d'Yitzhak Rabin. Ça aussi, c'est un événement marquant quand on vient de faire son... novembre 95. Exactement. Ça aussi était très marquant. Donc voilà. Et puis finalement, c'est un peu fou, mais en Israël, on est... surtout pour ceux qui ont fait leur aliyah à ce moment-là, on va dire de 95 à 2005, il y a une période sécuritaire, c'était la période des accords d'Oslo. Et ça a été beaucoup de tensions et tu débarques dans... Ouais. Dans ce balagan général. Exactement. C'était aussi très fort. Ouais. Justement, donc tu parlais, tu as fait une licence, un master et un doctorat, donc on va dire des études longues. Et comment tu gardes le cap pendant toutes ces années? Oui, des études longues. J'ai chauffé les bancs des universités. Tu t'es marié entre-temps, tu t'es dit. Oui, je suis... j'ai fait une licence. La 2e année de la licence, j'ai compris, encore une fois, suivre ce qu'on ressent. J'ai compris que j'allais pas être dans les sciences exactes, que ce que je voulais faire, c'était des sciences sociales. C'était dans le domaine de l'action publique, l'action politique. Mais dans le domaine de l'environnement, donc j'ai décidé que j'allais changer de cap. En Israël, le système était assez souple et ils m'ont permis de passer de biologie à relations internationales en faisant seulement 1 année d'équivalence. Donc relations internationales et politique de l'environnement. Entre-temps, j'ai fait mon alia cette fois-ci de Tel Aviv à Jérusalem. Et puis j'ai connu ma femme qui est également qui est aussi francophone, qui est arrivée 5 ans avant moi, en 1990 du coup. Voilà, Chantal est arrivée en 1990. Et elle a intégré une école qui se trouve aujourd'hui à Givat Washington, mais qui est dans les précédentes qui dans son archéologie s'appelait Bnot Zion. Et donc, elle a intégré Bnot Zion. Et puis, on s'est connus peu après. On s'est mariés en 99. Ah, waouh. Voilà. Juste après ton doctorat, tu as travaillé directement, on va dire, tu as eu un long parcours à l'Agence juive. Oui, j'ai travaillé de 2000 à 2008 à l'Agence juive.
je me suis occupé de traduire et d'éditer des documents pour l'Alliance France. Et je me suis également occupé du site internet du département de l'Alia en français et puis ensuite dans d'autres langues. En gros, je me suis occupé un peu de ce qu'on appelle Shivuk Vepinsum. Ça veut dire que je me suis occupé de faire de la publicité et de faire de l'information. C'était intéressant. Je savais que c'était pas ce que je voulais faire. Ça n'a pas l'air de te passionner comme tu l'as. Non, c'était pas ma vocation profonde. C'était pas ma vocation profonde. Et jusqu'à aujourd'hui, Mais t'es resté longtemps. Pas de regrets sur cette période. Je suis resté. J'avais un bon environnement de travail. J'avais un directeur que j'admirais et que j'admire jusqu'à aujourd'hui, avec lequel je suis toujours en contact, qui est un sioniste du kibbutz à l'ancienne, très vrai. Et donc, je pense que c'est ce genre de personnes. Ce genre de personnes m'ont fait rester là-bas. Et puis, il faut dire aussi que, en venant en Israël, j'étais traditionnaliste et puis je me suis quand même devenu un peu plus religieux. Et pour travailler dans l'environnement était et est jusqu'à aujourd'hui identifié avec la gauche laïque. Et dans les années 2000, dans les années 95, 2000, je voulais déjà travailler dans le domaine de l'environnement. C'est ce que je voulais faire parce que c'est quelque part ma vocation la plus profonde. Mais je ne trouvais pas de manière de créer un pont entre ce domaine de l'environnement qui était tenu et qui aujourd'hui est essentiellement tenu par des personnes qui ont certaines orientations, on va dire, à la fois religieuses et politiques, et ma propre identité qui, elle, évoluait dans un sens plutôt religieux et traditionnel. Et il a fallu que je prenne du temps, il a fallu que je devienne moi plus mature, finalement. Et le doctorat m'a offert une partie de cette maturité, puisque pendant 6 ans, ça a été long et laborieux, je me suis immergé dans le domaine de l'environnement et du judaïsme. Et j'ai eu l'occasion de rechercher ça plus en profondeur. J'ai aussi eu l'occasion de sortir un petit livre qui a été préfacé par le regretté professeur Beno Gross il y a de cela maintenant 4 ans. Et à ce moment-là, je me suis senti plus mature. Et quand on arrive finalement à cette étape de maturité, parfois c'est laborieux, parfois c'est moins laborieux. Je pense que chacun reçoit son lot de chance et de malchance dans ce monde. Et là, j'ai eu beaucoup de chance, c'est de pouvoir rentrer à Greenpeace, où je travaille depuis maintenant presque 4 ans. Oui. Presque 4 ans, justement. Alors, tu étais aux EI en France. Tu arrives, après tout ce parcours-là, depuis 4 ans, à travailler pour l'organisation non gouvernementale internationale Greenpeace, qui agit partout dans le monde, dont en Israël. Justement, je voudrais qu'on s'attarde un tout petit peu dessus. Greenpeace en Israël, quelles sont les actions de Greenpeace? Et est-ce qu'il y a une vraie différence entre Greenpeace, on va dire en France, puisqu'on connaît Greenpeace en France, les actions coup de poing, les manifestations, etc., et Greenpeace en Israël? Bien, je dirais que d'abord, au niveau global, l'ADN de l'organisation a quand même beaucoup évolué depuis sa fondation en 1971, où c'était une bande de hippies, on va dire, qui sont partis à bord d'un bateau pour faire échouer des essais nucléaires que les États-Unis voulaient faire en Alaska. Depuis, l'organisation a beaucoup évolué, s'est beaucoup professionnalisée. Elle a aussi adopté un aspect beaucoup plus pragmatique sur plein de questions, parce que si on veut vraiment enlever les produits chimiques dangereux de notre environnement, si on veut limiter le réchauffement climatique, si on veut s'occuper de problématiques comme la pollution de l'air, il faut à un moment faire la part des choses et il faut devenir beaucoup plus professionnel, il faut devenir beaucoup plus précis dans les faits. Donc Greenpeace au niveau international, c'est une unité scientifique, un département scientifique très fort qui est en Angleterre. C'est une organisation qui est peaufinée jusqu'au bout des doigts. Par qui elle est financée? Extrêmement professionnelle, uniquement par des donateurs privés, pas du tout par des gouvernements. Il y a certains projets qui peuvent de temps en temps être financés par, on va dire, par des fonds. Mais sinon, c'est privé, c'est uniquement privé. En Israël, en Israël, Greenpeace a plus de 15 000 donateurs qui sont des personnes comme toi et moi qui donnent 20, 30 shekels par mois. C'est de ça que Greenpeace vit. Alors justement, ici en Israël, on a la chance d'avoir aussi, je ne sais pas, tu vas me faire le rapprochement, le KKL, oui, qui est dans les actions de protection de la nature et de l'environnement. Est-ce qu'il y a des activités, il y a des choses qui sont faites ensemble, en commun, ou pas du tout? C'est vraiment 2 activités totalement différentes. Alors moi, je suis personnellement en contact avec des collègues du KKL. Le KKL s'est mis il y a une vingtaine d'années à protéger la nature, après l'avoir quand même en partie détruit pendant les décennies précédentes, puisque le KKL a fait aussi
toute une série d'actions qui étaient des actions dues à une certaine forme d'incompréhension de l'environnement. Je parle notamment, était impliqué dans le cacao, c'était vraiment faire refleurir le désert. Et le cacao a beaucoup évolué, a une évolution extrêmement positive ces 20 dernières années. Et c'est devenu aujourd'hui vraiment un leader de la protection de l'environnement en Israël, notamment pour tout ce qui est de l'adaptation au réchauffement climatique et l'adaptation à la sécheresse et à la désertification. Nous, à Greenpeace, en tout cas en Israël, on s'occupe surtout de problématiques d'énergie, c'est-à-dire de faire progresser ici l'énergie solaire. On est un pays qui a fondé les technologies modernes de l'énergie solaire avec d'abord cette technologie, ces doudé shemesh, comme on dit en hébreu, ces chauffeurs solaires qui sont aujourd'hui partout en Israël, qui ont été développés dans les années 50, sous l'impulsion directe de Ben Gurion, donc de fondateur, celui qui a lu la déclaration d'indépendance. Et depuis, malheureusement, pour des questions un peu différentes, le pays évolue quand même différemment dans les 20 dernières années. Le pays évolue plus dans un sens plus, on va dire, une économie plus libérale, de laisser les forces du marché se débrouiller tout seuls. Et donc, il y a moins d'interventionnisme de l'État dans des domaines comme les domaines de l'énergie, ce qui aurait été nécessaire pour faire évoluer ou pour donner un push de départ quand même plus solide aux énergies vertes, dont l'énergie solaire, qui aujourd'hui est en Israël l'énergie la moins chère. Mais il y a déjà le charbon, le gaz qui ont pris la bonne part. Donc nous, notre rôle, c'est de créer une fenêtre d'opportunité pour l'énergie solaire. On s'est occupé d'enlever on s'occupe de simplifier la régulation finalement, essentiellement, puisque l'énergie solaire est valable, donc elle n'a pas besoin d'être financée, elle n'a pas besoin d'être subventionnée. Il y a juste besoin d'avoir un parcours simple pour les gens qui puissent mettre des panneaux solaires sur leur toit. Donc on s'est occupé un peu essentiellement de ces questions-là. Bravo pour toutes ces actions, Jonathan Ekenbaum, et merci de nous faire un bilan un peu des enjeux importants aujourd'hui dans le sens de protection de l'environnement et de tout ce que tu as évoqué maintenant. Bravo, on ne peut qu'encourager ces actions, mais justement, si on peut faire participer un peu ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent, comment peut-on rejoindre Greenpeace, donner à Greenpeace en dehors des personnes qu'on peut voir dans la rue agir? Je pense que c'est essentiellement par les sites Internet. C'est important, ce que je voudrais dire par rapport à ça. Alors bon, Greenpeace, c'est une organisation que, bien sûr, j'en fais partie et j'en suis très fier. C'est important, quoi qu'il en soit, de suivre sa vocation profonde et d'être toujours à l'écoute de soi-même et d'aller jusqu'au bout. Merci beaucoup, Jonathan Ekenbaum, pour toutes ces belles paroles de sagesse. Bravo encore une fois pour vos actions, pour ton incroyable parcours. Désolé, on se tutoie depuis le début, il n'y a pas de raison qu'on se voit à la fin. Voilà. Merci à tous nos auditeurs de nous avoir suivis dans cette Alia Story. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro. Très bonne journée à tous. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.